On va attendre encore, hein, quelques minutes que les personnes, elles se connectent, en général vraiment, pile poil à l'heure. Bon, bah, comme vous l'avez compris, parce que ça fait, des semaines que je vous tanne avec ça, c'est le webinaire sur la mycothérapie, donc avec, Béatrice, donc je te représenterai quand même après, qui est mycothérapeute. Donc on va avoir, pas mal d'infos, et puis à la fin, on va pouvoir répondre aussi à vos questions. Alors je le redirai tout à l'heure, mais, s'il vous plaît, je le dis à chaque webinaire, pas de questions personnalisées, sur votre problématique. On peut parler d'une problématique générale. Je vais vous donner un exemple. On peut parler de problématiques thyroïdiennes, donc par exemple d'hypo, d'hyperthyroïdie. Par contre, on ne va pas vous donner de conseils particuliers pour vous, parce que vous imaginez bien qu'en fait, on serait des très mauvaises naturopathes, dans le sens où on n'a pas toutes les informations. Si on a toutes les informations, on peut répondre à votre question, mais voilà, là, ça sera plutôt d'ordre général. Donc, on va voir chaque champignon, pourquoi, à quoi ils sont destinés et pour qui aussi. Voilà. Bonjour, André. Bonsoir. Bon, est-ce que vous nous entendez bien et est-ce que vous nous voyez bien également? C'est important. Si vous pouvez nous mettre un petit mot dans le chat pour nous dire si c'est OK pour vous. Alors, je ne sais pas, Béatrice, toi, tu vois le chat ou pas? Oui, très bien. Je viens OK, de voir super. André qui met oui, très bien. Donc, oui. OK, super. Comme ça, tu pourras lire aussi les questions, voilà, parce que des fois, ça va vite Ouais, et ouais. peut-être que je passe à côté de 2-3 trucs. Bonjour, bonjour. Ça y est, vous commencez à arriver. Bonjour Michel, Martine. J'espère que ce mois de septembre s'est bien passé parce que je sais pas pour vous, mais c'était quand même assez intense. Beaucoup déjà de changements de température un peu particuliers, beaucoup de maladies. Je sais pas toi, les retours que tu as eu. Moi, je sais qu'en cabinet, il y avait un petit peu un pot pourri de toutes les maladies là qu'on peut retrouver en septembre à l'école, machin. Donc apparemment, c'était pas évident et puis je crois que même c'était un petit peu dense, non? Qu'est-ce que tu Oui, en penses, Béatrice? oui, mais je me dis ça à chaque rentrée scolaire, à chaque mois, tous les mois de septembre, je me dis ça. Mais je crois que c'est dû au Ouais. mois de septembre. Ouais, c'est dû au mois de septembre, à tous les changements. On a fait un webinaire en fait, il y a quoi? 3 semaines? Un mois? On a fait un webinaire enfin j'ai fait un webinaire sur la rentrée, et j'expliquais un petit peu ça justement cette adaptation. Mais c'est vrai que enfin voilà, moi je me rappelle, j'ai que 36 ans, mais quand j'allais à l'école, en septembre, on y allait avec les boots, on y allait déjà avec les manteaux, etc. Et c'est vrai qu'on était déjà dans le mood automne, tu vois, on avait déjà passé un mood. Et là, je parlais avec un médecin chinois qui disait que justement le fait qu'il fasse chaud, humide et dense comme ça, parce qu'en plus la chaleur est assez dense, et ben du coup ça mettait la rate à mal. Donc, ça crée des déséquilibres au niveau de la rate, notamment de sommeil, d'anxiété, parfois d'impatience, et ça pouvait impacter les autres organes. Donc voilà, j'ai eu l'explication apparemment cohérente. C'est complètement ça. Ouais, d'un médecin chinois. Ouais. On n'est pas aligné avec les énergies de la nature, comme elles devraient être, quoi. Mmh. Alors bon, le froid va arriver et quand le froid sera là, en bon occident que nous sommes, en bon occidentaux pardon que nous sommes, on va dire il fait froid. J'attends le printemps avec impatience. Ah, Mais c'est vrai que c'est des phases quand même restauratrices en fait, hein. Ces phases-là d'automne, d'hiver où on est plus à la maison, on dort plus, on est plus cocooning. C'est quand même des phases très restauratrices. Enfin moi, c'est des phases en tout cas que j'aime bien. Je sais pas pour toi, mais moi complètement. perso, c'est des phases que j'aime bien. Ouais, ouais. On va rentrer un peu en mode cocooning. Mmh. Prendre soin de soi et être aussi un peu à la maison et se reposer, être avec les Mmh. gens, qu'on aime. Ouais. Bah, de toute façon, ces périodes-là, c'est vraiment ça, c'est l'intériorité, donc ça représente vraiment tout ça. Bonsoir Martine. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, bonsoir Flo, bonsoir Nathalie, Jean-Christophe, Jean-Marc, José.
Voilà, toutes les personnes qui viennent d'arriver. Svalen, Sévestre, Nassi, Michel, plein de Michel. Les Michel avec un S. Bon, il est 32, je pense qu'on va pouvoir commencer parce qu'en fait, on a pas mal de choses à se dire. Bon, de toute façon, au début, on va vraiment présenter et pour les personnes qui ont quelques minutes de retard, voilà. Pour ceux qui sont sur YouTube et qui nous écoutent, bon, voilà, on va pas trop vous faire patienter non plus. Alors, bonjour, bonjour. Bon, ça y est, encore pas mal de monde qui arrive. Donc, on va commencer. Donc, bienvenue. Merci déjà d'être là pour ce webinaire. Moi, j'avais trop hâte. Ça fait plusieurs semaines que j'en parle. J'avais vraiment hâte de pouvoir vous parler de mycothérapie. Enfin, moi, je vais rien faire, hein. Juste poser des questions à Béatrice. Non, en fait, on va vraiment échanger. Et je vais poser des questions à Béatrice, qui est mycothérapeute. Donc, c'est elle qui va nous livrer les secrets. Donc, Béatrice, je te laisse te présenter. Ok. Donc, alors, moi, je suis naturopathe depuis un certain nombre d'années. Et après, je me suis spécialisée en micronutrition. Je voulais voir un petit peu plus clair dans le monde de la cellule et du micro, et aussi dans le monde des compléments alimentaires et de ce qu'on propose comme outil naturel, parce que je trouve que quand on sort de son école de naturo, on est un petit peu perdu. Il y a un choix quand même très, 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 très vaste. Et il faut faire des sélections. Et voilà. Donc, du coup, j'ai enchaîné sur 2 ans en nutrithérapie. Et puis, depuis quelques temps, enfin quelques mois, ça fait pas très longtemps, j'ai eu l'opportunité de travailler pour un laboratoire qui s'appelle IFAS Datera et qui est la référence dans le domaine des champignons médicinaux. Voilà. Je connaissais les champignons. Alors, je sais pas toi, Maud, tu as fait des études de naturo aussi, hein, donc tu as dû avoir des cours de phyto, mais pas spécialement de myco, j'imagine. Non. Voilà. Non, pas du tout. Et c'est vrai qu'en ayant pas mal de naturo et de thérapeutes au téléphone, de par le métier de mycothérapeute chez IFAS, je me rends compte que tout le monde connaît les champignons et les vertus exceptionnelles, mais ça s'arrête là. Et malheureusement, il n'y a pas encore de formation en mycothérapie dans les différents cursus. Donc, c'est aussi le job qu'on a chez IFAS Datera, c'est d'aller transmettre et donner la connaissance aux thérapeutes et au monde médical. Parce qu'aujourd'hui, on en est quand même encore loin. Et c'est un domaine qui est très, très peu connu alors qu'il existe depuis toujours, finalement. Ouais, mais c'est marrant que tu dis ça parce que tout à l'heure, j'ai donc annoncé sur Instagram ce webinaire et je disais justement que c'était le grand écart entre un savoir millénaire qu'on n'a jamais vraiment pu expliquer, mais c'est un savoir qu'on a de par l'unique observation, parce qu'on n'avait pas aujourd'hui, enfin la science qu'on avait aujourd'hui pour pouvoir expliquer la composition des champignons et l'action qu'elles vont avoir sur notre organisme. Donc c'était le grand écart entre un savoir millénaire 1000 fois recherché et montré que par A plus B les bienfaits par l'observation. Ouais. Et en même temps, cette recherche aujourd'hui scientifique qui nous permet d'expliquer pourquoi. Et je disais justement, est-ce que cette recherche scientifique, elle valide ces croyances qu'on avait, donc des croyances millénaires? Parce que je ne veux pas dire de bêtises sur les années, mais ça fait quand même longtemps, notamment en médecine chinoise, qu'on utilise des champignons. Et je pense même dans notre médecine à nous, druidique, enfin voilà, on doit les utiliser depuis des millénaires en fait. Donc, c'est vraiment le grand écart entre les deux, mais je pense que ça se rejoint. Exactement. Et je pense qu'on utilisait même, à mon avis, les champignons avant d'utiliser le monde des plantes, puisque les champignons existaient avant les plantes. Ouais, en fait, les champignons, c'est un règne qui est à part et qui a 4,5 milliards d'années, je crois. Donc, c'est-à-dire les champignons existaient avant le monde des végétaux. Et effectivement, mais même encore aujourd'hui, quand on voit les peuples autochtones, les peuples racines, les peuples primitifs, en Afrique, en Amérique latine, les champignons font partie de leur pharmacopée depuis les origines, en fait. Alors, il y a l'Asie, effectivement, qui est très connue pour utiliser les champignons dans sa pharmacopée, mais en réalité, tous les peuples primitifs utilisaient et utilisent les champignons, quoi.
Oui, bien sûr. Alors moi, je t'ai parlé d'Asie parce que j'ai une affinité particulière avec la médecine chinoise et l'Asie. Mais c'est vrai qu'on les utilise, notamment en Afrique, en Amérique du Sud, comme tu disais. Et l'idée, ce serait là de vraiment savoir les recherches qui ont été faites. Est-ce qu'elles sont vraiment, elles confirment vraiment les les potentialités, parce que à partir du moment où pour moi, c'est pas dit scientifiquement, recherché scientifiquement, on reste sur des potentialités. Est-ce que ça a bien été vérifié? Et du coup, c'est ce qu'on va un peu voir ce soir quand même. Complètement. Mais ça, tu sais, c'est un peu toute l'histoire aujourd'hui. On est dans une société, une médecine fondée sur les preuves. Il faut effectivement des études, des preuves scientifiques, etc. Et c'est pour ça qu'on entend de plus en plus parler du champignon, parce que les études ne manquent pas aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Vous allez sur PubMed, vous tapez le nom Ouais. du champignon connu ou le nom de certaines molécules du champignon. Les études, franchement, il y en a des centaines et des centaines. Mm. Donc ça, pour le coup, et IFAS Datera fait ses propres études également. Donc les Oui, études, oui, vraiment, oui. ne manquent pas. Ça, c'est Oui, clair. oui, bien sûr. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas, PubMed, c'est le diminutif de publication médicale, qui est l'ensemble des publications médicales internationales faites sur ce site internet. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel vous pouvez, sur lequel vous pouvez vous appuyer. Ce sont des études scientifiques qui ont été validées, donc qui sont à disposition de tout le monde. Donc, PubMed, publication médicale. Par contre, il faut être anglophone. Ah, c'est le Voilà. problème. Alors, on a déjà une question. Alors, Nassim, on répondra à la fin parce que du coup, on va faire vraiment tout le process. Et oui, on va parler du mycocorde, mais c'est vraiment quelque chose qu'on va faire à la fin. Oui. Donc là, on va se lancer. Donc, je vais te poser les premières questions qu'on a vues ensemble. Bonjour aux personnes qui arrivent encore. Là, j'en ai vu plusieurs qui sont arrivées. Merci d'être là. Merci. Alors toi, tu vas nous parler, j'aimerais bien en tout cas que tu nous parles du rôle du champignon. Parce que c'est vrai que quand on dit champignon, même quand on va dans des magasins bio, on en voit des champignons. Donc, qu'est-ce qui fait la différence avec IFAS Datera? Si moi, j'ai demandé à ce que vous veniez, c'est parce que vous êtes un labo assez exceptionnel en Europe, avec une manière de faire qui est assez particulière et qui est complètement différente de ce qu'on peut retrouver sur Internet ou en magasin bio. Et du coup, par ça, on va déjà commencer par le rôle du champignon dans la nature et dans son écosystème. Et après, je pense que ça va vraiment déterminer la suite pour que les personnes comprennent la différence entre ce que vous faites et ce qu'on peut retrouver en poudre de champignons C'est ça, dans le commerce classique. complètement. Effectivement, je trouve que c'est intéressant de remettre le champignon dans son écosystème et le rôle qu'il peut avoir sur Terre. Déjà, sans champignons, on serait pas là. Le champignon, en fait, c'est la vie, pour le coup, vraiment. Au niveau du sol, en fait, le champignon, il faut vraiment le voir comme le système digestif et le système nerveux de la planète, réellement. Imaginez les forêts avec les feuilles qui tombent à chaque saison en automne. C'est les champignons qui détériorent tout ça et qui transforment ces molécules en substances minérales. Le champignon, il digère aussi tous les petits organismes, les petits insectes, les petits invertébrés. Donc le champignon, en fait, il filtre tout ce qu'il y a et ce qui tombe sur le sol. Et il est également le système nerveux, parce qu'en fait, on ne voit pas, parce que quand on voit le champignon dans la forêt, on voit ce chapeau plus ou moins gros. Mais en réalité, il y a tout un réseau souterrain qui est extrêmement dense et extrêmement vaste, qu'on appelle le mycélium. En fait, c'est la partie souterraine, le mycélium. Et ce mycélium, il est fait de plein de petits filaments qu'on appelle les ifs, d'où le nom IFAS Datera, puisque le laboratoire est espagnol, et donc c'est les ifs de la Terre. Et tout ce système souterrain du champignon, c'est le système nerveux, puisque c'est grâce à ces racines qu'il y a les échanges chimiques et électriques entre tout le monde végétal en réalité. Et c'est aussi pour ça que quand on dit que les arbres communiquent entre eux, ils communiquent via les champignons qui sont accrochés aux racines des arbres et qui communiquent les informations avec les arbres d'à côté, quoi. Donc, c'est vraiment le système digestif et le système nerveux de la nature, complètement. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le champignon, ce qu'on voit, en fait, c'est pas vraiment le champignon.
D'accord. Le fruit du Hmm. champignon. Donc, le petit chapeau, c'est le fruit. Le champignon, réellement, c'est ce qu'il y a sous terre, en fait. C'est le mycélium. D'accord. Donc, on ne le voit pas, en fait. Donc, Donc, on... les actifs dont tu vas nous parler après, vous, ce que vous allez utiliser, c'est vraiment cette partie-là. Alors, le mycélium, c'est vraiment c'est la zone souterraine du champignon. Par contre, les ifs, Les ifs, ouais. ils sont effectivement sous terre, dans les racines, mais ils sont également à l'intérieur du champignon. En fait, les ifs, c'est vraiment le système, on va dire, vasculaire du C'est ça. champignon. Donc, il y en a aussi dans le chapeau des ifs, il y en a un petit peu de partout. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est ces ifs qui sont extrêmement intéressants. Par contre, là où ta remarque, effectivement, je rebondis dessus, il y a beaucoup de laboratoires qui utilisent le mycélium, c'est-à-dire la partie souterraine. Sauf que le mycélium, il est accroché à son substrat. Donc, dans la nature, c'est la terre. Mais quand on cultive du champignon, c'est des céréales, c'est du riz, c'est du foin. Et étant donné que c'est extrêmement fin, malheureusement, on broie tout. Donc, ça fait une biomasse avec un mélange d'if, de mycélium, mais aussi de substrat. Beaucoup moins intéressant. Chez les phases d'Atera, on utilise le sporophore. C'est le chapeau, en fait. D'accord, ok. Et pour le coup, on a 100% du champignon. Et ça, c'est vraiment important de le noter parce que beaucoup de laboratoires utilisent effectivement le mycélium parce que ça coûte moins cher, parce que effectivement, il y a du substrat avec, donc ça fait une masse importante, mais en réalité, il n'y a pas que du champignon dedans. Ok. Et vous utilisez les ifs aussi? Les ifs, si tu veux, c'est le constituant du champignon, que ça soit souterrain ou interne. À l'intérieur. J'ai pas d'habitude, il y a une photo, je montre les images, on voit tout de suite en fait. Hein. Là, c'est comme ça. Donc ça remonte jusque dans le haut du fruit. Donc ça. vous allez utiliser donc vraiment ce chapeau. Vous allez aussi avoir les ifs. Exactement. On appelle ça le sporophore. C'est la partie aérienne où il y a bien évidemment les ifs à l'intérieur aussi. Hein. Les racines qui sont dans le sol et qui sont souvent forcément accrochées à son substrat. Et pour le coup, on ne peut pas. C'est tellement fin. Oui, bien sûr. Oui. Et c'est ce qui fait toute la différence. Parce que là, quand on utilise le sporophore, on utilise 100% du champignon. Donc c'est vraiment ce qui fait votre force en fait. Alors, ce qui fait notre force, il n'y a pas que ça. C'est en fait, IFAS d'Atera, on existe depuis 25 ans. Et à la base, la fondatrice, son papa cultivait des champignons. C'est une famille de passionnés de champignons. Et la fondatrice, en fait, elle est biologiste et mycologue. Et on est une entreprise de biotechnologie, c'est-à-dire qu'on fait de la recherche sur les champignons thérapeutiques et sur les molécules actives. On a, pour te dire, la plus grande banque de souches mycologiques en Europe. Donc, on est fabricant, mais on fait également de la recherche. Il y a 65% de nos bénéfices qui sont dédiés à la recherche et au développement. On a aujourd'hui 15 études en cours. On a 2 études en cours pour le cancer, on a des études en cours sur le SIBO, sur la maladie de Lyme. Donc, on est vraiment dans la recherche et aussi tout ce qui est mode d'extraction, parce que c'est bien beau d'avoir des molécules intéressantes, mais il faut qu'elles soient biodisponibles, il faut qu'elles soient dans des extraits qui soient extrêmement bien dosés, qui soient bien tolérés, etc. Donc, tout ça, ça demande de la recherche. Et c'est bien sûr. IFAS depuis 25 ans. Et oui, donc votre force, c'est aussi les extraits. Hein. Bon, on verra après vos questions, mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve nulle part ailleurs, en tout cas en Europe, en termes d'extraits. Je ne sais pas dans le reste du monde. Mais voilà. Alors, on répondra à vos questions tout à l'heure. Mais la question d'André est quand même intéressante. Oui, Docteur Donati. Alors, je lis parce que du coup, les personnes ne voient pas. Je ne sais pas si vous voyez tous. Le docteur Donatini dit que c'est le mycélium qui est efficace. Alors, entre une personne qui est thérapeute et un laboratoire qui fait des recherches, personnellement, je serais plus à entendre l'avis de quelqu'un qui travaille dans un laboratoire de recherche en mycothérapie
Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sujet? On est d'accord. Alors, j'aimerais bien avoir l'explication parce que je sais très bien, Donatini, moi, c'est aussi par lui en cours qu'on a connu les champignons. Je ne sais pas quel est l'argument pour dire que le mycélium est plus intéressant, puisque le mycélium, forcément, ce n'est pas 100% du champignon. En sachant qu'en plus, ce qui est intéressant dans le mycélium, c'est les ifs, mais les ifs, on les a aussi dans le sporophore, sauf qu'on a du 100% champignon. Donc là, je ne comprends pas l'intérêt. Alors, est-ce qu'à l'état naturel, le mycélium est dans son substrat qui est la terre, qui est un élément voilà, où il peut y avoir des substances intéressantes, auquel cas, mais bon, de toute façon, on ne pourrait pas manger le mycélium si c'était un mélange avec la terre. Donc, il est forcément cultivé et il est cultivé avec des choses qui ne sont pas très intéressantes, comme les céréales, le riz, le foin. Donc, je sais pas. Il faudrait que j'ai l'argument. Mais Ouais. effectivement, Monsieur Donatini, est-ce qu'il a fait de la recherche? Nous, ça fait 25 ans qu'on étudie les molécules actives du champignon, in vitro, in vivo. Donc, on sait l'action, on a étudié aussi le mycélium, on sait l'action que le mycélium a. Donc, si on a fait le choix du sporophore, c'est qu'on sait que le sporophore est plus intéressant. Bien sûr, ok. Bah, si je te posais cette question, c'est pas pour casser Monsieur Donatini, c'est pas du tout ça. C'est pour vraiment remettre dans le contexte. Et on a quand même un laboratoire qui fait de la recherche, parce que comme on vous l'a dit tout à l'heure, même s'ils fabriquent des suppléments alimentaires à base de champignons, leur outil principal, c'est la recherche. Donc je pense que voilà, et effectivement c'est un petit peu controversé, voilà, de toute façon ça a toujours été un petit peu controversé les dires de Monsieur Donatini, mais voilà, en tout cas je voulais quand même avoir ton avis là-dessus, donc merci André d'avoir posé la question parce que je me l'étais quand même posée. Mais moi aussi, et j'ai fait des recherches et j'arrive pas à avoir l'explication. Donc, je vais continuer d'enquêter. Si quelqu'un dans le public a des arguments là-dessus, il ne faut pas hésiter à nous les donner. Ok, donc là on a vu un petit peu comment, le descriptif du champignon. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire du labo? Tu nous as dit tout ce qu'il y avait à savoir. Ou on revient un petit peu On est en dessus. Galice. Je ne sais pas si je l'ai dit ça. On est en Espagne. En Espagne, ouais, tout à fait. Ouais. Bon, la fondatrice est biologiste et elle a surtout aussi une petite casquette, enfin même une belle casquette. Elle fait de la recherche en oncologie intégrative, c'est-à-dire qu'elle a un doctorat de mycologie adapté à l'oncologie intégrative. Voilà. Donc il y a beaucoup de recherches aussi qui se font au niveau du cancer. On a pour le coup, alors on n'en parlera pas ce soir, mais on a des accompagnements en coadjuvant, des traitements de chimiothérapie. Donc ça, c'est vraiment un axe de recherche très important. On a au niveau aussi du laboratoire, alors c'est vrai qu'il y a plus à le démontrer, toi tu le sais, mais les gens ne le savent sans doute pas, mais IFAS Datera, on est en termes de qualité, en termes de pureté, de label. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais je pense qu'on les a tous, donc on peut pas bien faire mieux. Bien évidemment, on est bio. Ça, c'est une évidence avec le champignon, étant donné que le champignon est une éponge et qui filtre tout, les métaux lourds, les pesticides, etc. Donc forcément, on est bio. On est raw, c'est-à-dire qu'on a un mode de séchage qui est à moins de 40 degrés, qui est complètement naturel. On est sans gluten, vegan, etc. Voilà. Donc toutes les normes de qualité sont complètement respectées. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Après, on rentrera plus dans les produits si tu veux. Le laboratoire, on pourra en dire beaucoup plus, mais je pense que oui, bien sûr. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes assez intéressées. Alors, on a aussi une question de Michel. Certaines personnes sont allergiques aux champignons. Donc, selon vos recherches, est-ce que vos produits peuvent être pris par tout le monde ou faut-il faire des tests en amont? Effectivement, s'il y a une allergie aux champignons, attention. L'allergie, ça rigole pas. Donc, moi, je ne conseillerais pas de mycothérapie à quelqu'un qui est véritablement allergique aux champignons.
Mmh. Ouais. Alors moi, je t'avais pas préparé cette question, mais du coup, j'ai une question qui me vient, notamment par rapport au SIBO, parce que tu sais que je me suis plus orientée dans tout ce qui est pathologie digestive et intestinale. Donc, j'ai pas mal de consultants en SIBO que j'accompagne sur moyen, voire long terme. Et beaucoup sont sensibles au FODMAP. Le champignon étant, certains champignons étant chargés en FODMAP, je sais que vous préconisez certains traitements pour le SIBO. Est-ce que, du coup, ils contiennent des FODMAP? Est-ce que des personnes qui ont une sensibilité au FODMAP peuvent les utiliser? Alors, pour le coup, quand tu as pas mal de champignons qui sont quand même utilisés dans tout ce qui est maladies digestives, que ça soit SIBO, que ça soit Crohn, que ça soit MIS-C, etc. Il y a des protocoles avec un certain nombre de nos champignons. Il y a des études là-dessus. Je ne sais pas si tu as vu l'étude sur le SIBO qui est sur notre site internet. Alors, j'ai pas eu le temps de la regarder encore, mais je l'ai vue passer plusieurs fois. Elle est dans ma to-do. Donc, tu verras, il y a une étude qui a été faite pour le Ouais. SIBO, justement, avec un accompagnement avec de très bons résultats. On a eu aussi l'étude sur Lyme. Alors, je parle de Lyme, c'est pas la même chose, mais quand tu vois les gens qui ont la maladie de Lyme, ils sont extrêmement sensibles à tout. Très, très fragiles. Pour le coup, les résultats sont extrêmement intéressants aussi. Donc, voilà. Nous, en fait, on est très, très études et très dans l'observation. Donc, quand tu vois que les études sont faites et qu'elles sont très favorables. Oui, et puis surtout que c'est un peu contradictoire parce qu'on va mettre dans des cases en disant alors faut pas consommer d'aliments qui contiennent des FODMAP. Les champignons, pour la plupart, contiennent des FODMAP. Par contre, on a Ericium qui est the champignon pour la flore et pour l'intestin qui va moi j'ai eu des résultats absolument incroyables. Je ne sais pas s'il y a des personnes là dans l'assistance que je suis pour des SIBO, bon, vous n'êtes pas obligé de vous manifester si vous n'en avez pas envie, avec qui on a travaillé sur de l'éricium, donc de la crinière du lion, plus communément, absolument génial pour les résultats. Donc c'est vrai que c'est un peu controversé, on met les choses dans des cases, alors qu'en fait, bon, des fois, ça a des résultats assez inattendus. C'est un peu le cas pour plein de substances naturelles qu'on retrouve aujourd'hui, en fait. Hein. Il y a les pour, il y a les contre. Après, les molécules du champignon sont tellement diversifiées. Il y a vraiment, tu sais, par exemple, le reishi, on verra ça tout à l'heure. Il y a plus de 400 biomolécules actives dans le reishi. Il y a une diversité, une pluralité. Il y a tous les cofacteurs, etc. Il y a des acides aminés, des glucides, des enzymes, des antioxydants. Il y a vraiment une très belle diversité. Donc, si tu veux, tout agit en synergie et fait qu'on est sur quelque chose de très équilibré, quoi. C'est ce qui fait la force du champignon. Ça, on pourra en parler si tu veux, mais c'est vraiment l'atout du champignon, c'est ça. C'est d'être dans cet équilibre et cette symbiose. Et il y a quelque chose que je voudrais dire, parce que je ne veux pas oublier, le règne fongique est le plus proche du règne animal. On a, a priori, 40% de gènes en commun avec les champignons. C'est dingue, hein, quand même. C'est extraordinaire, quand même. Ouais. Et puis cette interconnexion qu'ils vont avoir, notamment entre eux, apparemment, l'interconnexion peut se faire sur des kilomètres. C'est ça. Il y a vraiment une espèce d'intelligence comme un réseau de nerfs, tu vois, où on te pince quelque part et tu as mal à 3 kilomètres plus loin, tu vois. Et tu as vraiment ce lien incroyable. Et je pense à un truc aussi, quand on s'était vu la dernière fois, tu nous as dit que tous les champignons, ça m'avait marqué, étaient adaptogènes. Tous. Alors tu avais quand même la faculté d'adapter. Effectivement, oui, bah c'est ça que je voulais ajouter. C'est vrai que les 3 grandes caractéristiques des champignons, c'est l'aspect immunorégulateur. Oui. Donc, c'est vraiment ce qui fait la force du champignon. Et souvent, c'est par cette voie-là qu'il est connu, en fait. C'est par cette capacité à réguler le système immunitaire. Je dis bien réguler. Je ne dis pas stimuler. Je pense aux maladies auto-immunes.
le champignon peut être très, très intéressant pour les maladies auto-immunes, c'est-à-dire qu'il n'est pas un stimulant immunitaire, il est un régulateur, un immunorégulateur. Donc, c'est extrêmement intéressant de par sa composition et sa richesse en polysaccharides. Ça, c'est très important de le noter aussi. Alors, les bêta-glucanes, vous avez, et ça, je pouvais en parler tout à l'heure au niveau des différents laboratoires, il faut bien regarder sur les boîtes. Ils ne le mettent pas tous, mais nous, on a le mérite de tout mettre. Généralement, quand il n'y a pas grand-chose de stipulé sur les boîtes, c'est qu'il y a quelque chose à cacher ou en tout cas, il n'y a pas forcément ce qu'il faut pour mettre en valeur. Nous, on met vraiment tout et c'est important de voir la composition au niveau des bêta-glucanes. C'est les bêta 1,3, 1,6 D-glucanes. Oui, les D-glucanes. Okay. Ça, c'est les 1,3, 1,6 D-glucanes. Ce sont des polysaccharides et c'est ce qui fait la force du champignon au niveau de l'immunorégulation. Ça agit au niveau de l'intestin et du système immunitaire qu'il y a dans l'intestin. Ça va engendrer des réactions en cascade et c'est ça qui va agir sur la régulation du système immunitaire. C'est vraiment ces substances-là, ces polysaccharides. Mais parfois, certains labos ne mettent pas les 1,3, 1,6 des glucanes, alors que c'est ceux-là qui ont vraiment un intérêt. Pourquoi ils ne les mettraient pas? Parce que du coup, ça n'en ferait pas partie au niveau de la compo, c'est ça? C'est-à-dire qu'en fait, nous, ce sont des extraits, hein, c'est-à-dire qu'on va chercher vraiment ce qu'il y a de plus intéressant dans le champignon. On choisit les souches. Par exemple, pour un reishi, il y a plein de souches différentes de reishi. Mais nous, on sait quelle est la meilleure souche par rapport à l'action souhaitée. On sait quelle est la quantité de bêta-glucane qu'il faut pour l'action souhaitée, etc. Donc, on va comme ça aller chercher les principes actifs, les extraire. Je ne sais pas pourquoi c'est toujours cette histoire-là. Et puis aussi, c'est un savoir-faire. Hein. L'extraction, c'est un vrai travail de recherche. Hein. Nous, on a un laboratoire qui fait des recherches pour avoir une qualité d'extraction qui soit optimale. Donc, c'est toujours la même chose. Hein. Donc, vraiment, les deux choses à retenir, ça serait la souche et le fait que ce soit des extraits. Ça, c'est quand même deux grands facteurs de qualité dans une thérapie, dans une mycothérapie. Alors, qualité, je ne dirais pas forcément ça parce que tu peux avoir de la poudre. Nous, on a des compléments où c'est du 100% poudre. On appelle ça la biofood. Qui sont extrêmement intéressants. Le bio-intestin, je ne sais pas si tu le connais, mais il est très bien, c'est du 100% poudre. Après, il va avoir une action très intéressante au niveau prébiotique, puisqu'il est riche en fibres, puisqu'on a toute la matière du champignon. Par contre, il est moins intense en termes d'action thérapeutique, parce que la quantité de principes actifs est moindre. Donc, il y a vraiment vous avez quelques complexes, de toute façon, ne vous inquiétez pas, on va parler des produits. Mais là, on parlait surtout des extraits. Donc là, vraiment des champignons unitaires, c'est ça? Qui sont des extraits pour les unitaires. C'est vrai qu'il faut que je clarifie ça. En fait, ce qu'il faut voir au niveau on appelle ça la galénique, au niveau des compléments alimentaires, il y a deux produits en fait. Il y a soit on a pris le champignon, on l'a séché. Il y a quand même 80% d'eau dans le champignon. Hein. Donc, on l'a séché et on l'a broyé, on l'a micronisé et ça fait une poudre. Okay. Soit on est allé chercher dans le champignon les molécules, on a enlevé certaines substances dont les fibres qui nous intéressaient moins et on est allé vraiment chercher les biomolécules actives les plus puissantes et les plus intéressantes. Et on les a condensées. Donc là, on est sur un complément qui est très très riche en actifs, quoi, qui est très puissant. Donc c'est vrai qu'une poudre peut être intéressante, mais est beaucoup moins riche en principes actifs qu'un extrait. Oui, ça dépend que tu veux bosser, quoi. C'est ça. C'est ce qui fait effectivement l'intérêt aussi de IFAS, d'Athera et des compléments, c'est que la majorité de la gamme, ce sont des extraits et ce sont que des extraits. C'est-à-dire qu'il y a 100% de champignons et d'extraits dedans. Il n'y a pas d'anti-agglomérants, d'adjuvants, de plantes, parce qu'il y en a beaucoup qui font des mixtures comme ça. Ou du stéarate, des stabilisants, des choses comme ça, alors que là, il n'y a rien du tout. C'est vraiment 100% champignons. Extrait. C'est pour ça qu'on vous adore. C'est ce qui fait la puissance de IFAS, d'Athera et des champignons et de nos champignons. C'est tout ça, c'est toute cette, cette machinerie, c'est-à-dire que ça va de la culture,
à la sélection de la meilleure souche, le mode d'extraction, et pour avoir un produit 100% champignon, 100% extrait. Et je crois que vous êtes le seul labo en Europe à faire ça d'ailleurs, des extraits comme ça. Alors, il y en a d'autres. Il y a parfois des extraits liquides. Par contre, je pense pas qu'il y ait d'autres laboratoires qui aient leur laboratoire de recherche, d'analyse, avec les cliniques, avec les études, etc. Non. Ok. Donc là, on a parlé. Alors, on va continuer un peu dans la compo des champignons, parce que la dernière fois, tu m'avais beaucoup parlé de terpènes. Bon, tu imagines, je me suis quand même bien renseignée. Donc, je me dis, tiens, c'est par rapport aux composants majoritaires du champignon, on parle beaucoup de bêta-glucane, mais aussi de terpènes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Et puis après, vous inquiétez pas, on va passer aux champignons unitaires. Donc, on va parler un petit peu de chaque champignon. Mais je trouvais que c'était intéressant de venir quand même sur ces deux éléments principaux. Oui. Alors, tu as, comme je disais tout à l'heure, en fait, dans le champignon, pour revenir juste à la composition d'un champignon, tu as 80-90% d'eau. Et tout le reste, eh bien, ce sont des vitamines, des minéraux. Tu as du fer, tu as du magnésium, tu as du zinc, tu as des vitamines C, E, tu as des vitamines D, beaucoup de vitamine B aussi dans le champignon. Tu as des du GABA aussi. Pardon? J'ai vu du GABA. Exactement, tu as du GABA. Tu as des précurseurs de la vitamine D, ergostérol. Tu as aussi, bien évidemment, des acides aminés, des sucres. Et tu as aussi des substances qu'on appelle les métabolites secondaires, qu'on va retrouver aussi dans certaines plantes, dans le monde végétal, avec les terpènes, effectivement. Et c'est aussi ce qu'on met en valeur dans nos actifs, dans nos extraits. C'est aussi ce qui fait l'intérêt thérapeutique de la majorité des champignons, c'est leurs terpènes. Alors, ils ont des terpènes qui leur sont propres. Hein. Tu vois, dans le reishi, par exemple, il y a 120 terpènes. Il y a 120 triterpènes. Parce que les terpènes, tu as les diterpènes, les triterpènes, les sextiterpènes. On va trouver, je crois, dans l'aromathérapie, dans les huiles essentielles. Mais voilà, certains champignons, le reishi a 120 triterpènes, tu vois. Et les terpènes ont vraiment une action anti-inflammatoire et antioxydante. Oui, c'est très connu pour son action antioxydante aussi. Ouais, complètement. Anti-inflammatoire. Tout à l'heure, en fait, j'ai pas terminé quand on parlait des 3 grands axes. Ça, vous pouvez noter si vous prenez des notes derrière votre écran. Les 3 grands axes d'action, on va dire, des champignons, c'est la régulation immunitaire, c'est la capacité adaptogène, comme tu le disais. Ouais. Il y a vraiment cette capacité à réguler, on appelle ça l'homéostasie. L'équilibre. C'est vraiment le champignon de la régulation, de l'adaptation à tous les stress. Et tu as aussi l'action sur le système digestif, puisque les champignons sont très prébiotiques. Naturellement, de base. Naturellement, de par justement les bêta-glucanes, qui ont une action sur le système immunitaire, mais aussi sur le système digestif et la flore intestinale, puisqu'ils sont très prébiotiques. Bien prébiotiques. Je pense que tout le monde fait la nuance entre les probiotiques et les prébiotiques. Tu veux que je l'explique peut-être? Oui, si tu veux. Rapidement, les probiotiques, c'est les bactéries. Quand on fait une cure de probiotiques, on fait une cure de bactéries pour réensemencer la flore. Les probiotiques, c'est la nourriture des bactéries. Voilà, donc nous, on a vraiment cette action prébiotique. Ce qui est aujourd'hui, d'ailleurs, de plus en plus mis en avant par rapport à l'action des probiotiques. Je ne sais pas quel est ton point de vue. Complètement. Alors, je bien là-dessus. Ça va dépendre un petit peu de la problématique, parce que moi, c'est vrai que je fais toujours... j'essaye de jamais prendre l'autoroute et dire c'est bien, c'est mal, en tout cas, surtout pour l'intestin. Il y a tellement de problématiques, tellement de pathos. Est-ce que c'est auto-immune? Est-ce que ça ne l'est pas? Et en fait, l'intestin, à chaque fois que je vous fais un webinaire dessus, à chaque fois que j'en parle,
Je sais 0,0000001% de ce qu'on a à savoir, parce qu'en fait, on ne sait pas grand-chose déjà sur l'intestin, de toutes ces interactions qu'il peut avoir avec le système nerveux, avec le cerveau. Et en fait, on va avoir des grandes phrases, mais des grands savoirs, mais qui ne vont pas forcément correspondre à tout le monde. Mais effectivement, je suis d'accord dans le sens où un probiotique en soi, enfin en tout cas quand vous allez vous supplémenter en bactéries, après, ça dépend de quel type, parce qu'il va y avoir des symbiotiques aussi, donc il y a encore après des trucs un peu différents. Vous ne savez pas ce que vous allez nourrir quelque part. Tandis qu'un prébiotique, on va être quand même dans une action un petit peu différente de nutrition. Et alors, ça peut être bien quand l'intestin va bien, ça peut être moins bien quand l'intestin va pas bien et que ça vient nourrir des choses, notamment comme le SIBO. C'est la grosse problématique du SIBO. Tout ce qu'on va faire de naturel, toute la nourriture healthy, tout ce qu'on voit aujourd'hui, les complexités alimentaires, les probiotiques, les symbiotiques, voilà, tout ce que vous voulez, ça ne marche pas sur le SIBO. Aussi maintenant, ça existe, les post-biotiques. Ouais, les post-biotiques, j'avais vu un truc aussi là-dessus. En tout cas, pour certaines pathos, notamment pour le SIBO, ça ne marche pas parce que justement, c'est un excès de certaines bactéries qu'on va retrouver dans l'intestin grêle. Et donc, il faut détruire en fait tout ça et ça va à l'inverse de la croyance qu'on a de faut vite réensemencer, faut nourrir, etc. Bah non, parfois, il faut détruire une flore. Bah ouais, parce que cette flore, parfois, elle est toxique. Il y a un excès de certaines bactéries qui vont nourrir la toxicité. Donc, non, dans ces cas-là, la nourriture qu'on dit healthy aujourd'hui, je ne suis pas du tout d'accord d'ailleurs avec ça. Donc, la pluralité alimentaire, manger des graines, absolument vegan, cru, etc., est extrêmement toxique et peut amener à des états très graves pour ces personnes. C'est pour ça qu'à chaque fois, je modère énormément mes propos par rapport à l'alimentation et que l'alimentation soi-disant healthy qu'on va avoir aujourd'hui n'est pas représentative de la santé. Pas pour tout le monde. D'accord avec toi. Pas pour tout le monde. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. On a quand même des générations derrière, on a même des tribus ancestrales qui se nourrissaient d'os, de graisse, de légumes et de fruits crus, c'est vrai, mais qui se nourrissaient aussi beaucoup de graisse, d'os et de viande et qui étaient complètement secs, en forme tout le temps et oui, dans une forme olympique. Qui arrivaient à travailler des journées entières dehors. Et pourtant, ces personnes-là, elles ne mangeaient pas des petits bols avec des petites graines germées à calculer ce qu'elles ont mangé en protéines, en machin ou en substitution. Enfin, donc, je pense que voilà, il faut qu'on retourne à des valeurs, à mon sens, plus anciennes. Et pour moi, il y a des choses au niveau alimentation qui sont pas prouvées, comme les antinutriments dans la pomme de terre, comme tout ça, alors que vos céréales et vos graines sont bourrées d'antinutriments si vous ne les faites pas germer. Ça, c'est quelque chose qu'on vous dit jamais. Ça, c'est des choses que les crudivores, ils vous disent pas. C'est des choses que Instagram ne va pas vous dire ou que la fille Elsie qui fait ses petites recettes de graines ne vous dira jamais parce qu'elle ne le sait pas. Voilà. Donc, je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul sur ça. Je me suis un petit peu égarée, mais en fait, je sais qu'on va me poser la question sur l'alimentation parce qu'on me pose la question à chaque fois. Je sais que c'est pas toujours ce que vous attendez en réponse parce qu'aujourd'hui, on vous fait croire certaines choses au niveau alimentaire. Oui, on s'égare. Désolée Christelle, ça fait partie aussi du webinaire, c'est comme ça. On fait partie, c'est des échanges, hein, ça fait partie du truc. Mais l'alimentation, elle a quand même une place assez importante. C'est toujours compliqué, je trouve, d'avoir aujourd'hui un avis sur l'alimentation, surtout le mien qui est plutôt sur l'alimentation ancestrale. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses en 2-3 mots pour qu'on... Complètement d'accord. Ouais, je suis complètement d'accord. Et pour revenir aux champignons, dans ce que tu dis, l'intérêt aussi, parce que j'ai vu passer une question, je ne sais plus où elle est. Ouais, on va revenir sur les questions de façon après, vous inquiétez pas. C'est vraiment cette pluralité moléculaire qui fait que le champignon, tu vois, même sur un SIBO, il va avoir un intérêt, c'est-à-dire que l'action prébiotique, elle va agir au niveau de la flore intestinale, mais en même temps, tu vas avoir aussi l'action immunitaire. Après, tu vas avoir l'action adaptogène. Donc, tu as vraiment cet aspect systémique qui fait qu'on est dans cet équilibre-là et qu'en réalité, il n'y a quasiment aucune contre-indication à utiliser les champignons.
D'ailleurs, je le dis parce que j'ai peur d'oublier, on a fait une étude, donc c'est IFAS d'Atera qui a fait une étude en Espagne avec un organisme indépendant qui s'appelle Medina. Ok. Et en fait, on a voulu voir s'il y avait des interactions possibles avec les médicaments et la prise de médicaments. Du coup, on a étudié l'action de certains de nos champignons avec le cytochrome P450, qui est l'enzyme qui permet au niveau du foie de détoxifier les médicaments. Il n'y a aucune inhibition ou aucune activation du cytochrome, c'est-à-dire qu'on n'agit pas au niveau de la détoxification, de la détox des médocs, des médicaments, des molécules actives. Détoxification des médicaments, ni de chélation du coup. Donc on n'est pas sur une inhibition. On n'est pas sur le même métabolisme. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'interaction quand on a une prise médicamenteuse à côté. On n'accélère pas l'action et la durée de vie du médicament et on ne la ralentit pas non plus. C'est ça l'idée. Il n'y a pas d'interaction médicamenteuse. D'accord. C'est pour ça que le champignon peut vraiment, vraiment être intéressant en coadjuvant des traitements médicamenteux. Okay. On a même des études qui montrent qu'il potentialise l'action des médicaments. Ok. Donc, le champignon, franchement, il n'y a pas énormément, enfin, à ma connaissance, tu as le cordyceps qu'on va éviter de prendre quand il y a des maladies hormonaux, des cancers hormonaux dépendants. C'est le principe de précaution. Voilà. Sinon, c'est pas sécure. Tu conseillerais de ne pas le prendre en même temps quand même, peut-être pour que le champignon il fasse son job de son côté? Ou toi, tu dirais que tu peux le prendre en même temps, qu'il n'y a pas de souci? Bah, il y a une histoire d'observance, c'est toujours pareil, mais le champignon, de toute façon, il faut le prendre à jeun. Quoi qu'il en soit, le champignon, il se prend à jeun. Donc, nous, on a tendance à dire le matin à jeun. Mais voilà, ça peut être, en fonction des protocoles, ça peut être avant chaque repas, 20 minutes, une demi-heure avant chaque repas, par exemple. Mais en tout cas, c'est à jeun. Ok. Est-ce que ça te dit qu'on fasse le focus sur les champignons? Ah oui. Sur les unitaires, du coup. Ouais. Voir un petit peu ce que vous avez à nous proposer. Alors, on ira parler d'un ou deux complexes parce qu'il y a une personne qui a posé des questions. Avez-vous des ruptures, c'est l'épilepsie? Alors, vous inquiétez pas, on a vu vos questions, mais on ira plutôt à la fin. On a réservé un temps justement de réponse, hein, vous inquiétez pas. Ouais. Donc là, est-ce qu'on commencerait pas par le reishi? Oui. Ouais. Le champignon de la longévité, quoi. Ouais, de la jeunesse éternelle. Jeunesse éternelle, ouais. Alors, le reishi, c'est quand même le roi, on a tendance à dire chez nous, c'est le roi des champignons. Souvent, c'est pas le plus connu en France. Les gens connaissent plutôt le shiitake. Oui, c'est vrai. Mais il est vendu aussi, tu vois, en produits frais. Ouais, on peut le manger en magasin bio, on le trouve souvent, donc ils le connaissent bien. Mais c'est vrai que voilà, le reishi, il est quand même assez extraordinaire. C'est le reishi dont je parlais tout à l'heure qui a plus de 400 biomolécules actives. Il me semble, j'ai lu que le reishi faisait partie des 10 substances naturelles les plus puissantes. Voilà, c'est dire la richesse du reishi. Et l'intérêt aussi du reishi, c'est qu'il a un spectre extrêmement large. Il agit sur énormément de systèmes et les indications thérapeutiques du reishi sont très vastes. Donc, on peut rentrer un peu plus dans le détail, si tu le souhaites. Ouais. Bah, c'est vrai que moi, j'avais lu quand même pas mal de choses, notamment concernant le système hormonal. Parce qu'il le préconise, enfin, en tout cas, dans la médecine chinoise ancestrale, on le préconisait énormément pour les troubles hormonaux généraux. Et puis, pour remonter l'énergie, c'est un grand équilibrant. C'est le champignon de l'homéostasie. Ouais, équilibrant de l'homéostasie. Ouais. Pour quelle personne tu pourrais le conseiller, par exemple? Alors, quel type de personne pour que les gens puissent noter vraiment comme ça le reishi, mais en fait, j'aurais envie de te répondre comme ça rapidement pour tout le monde. D'accord. Parce que le reishi, il est tellement large, il est tellement vaste et tellement intéressant que je pense qu'on serait tous concernés par les actions du reishi. Alors, vraiment les trois
indications qu'il faut retenir, les trois, comment on peut dire, les trois tropismes, c'est l'inflammation. C'est vraiment le champignon de l'inflammation. Antiviral. Oui, il fait partie du complexe mycovir. Mycovir. Donc avec le cordyceps, il est très antiviral. Et puis, c'est très antioxydant. Donc voilà, antiviral, antioxydant, anti-inflammatoire. Donc quand tu entends oxydation, inflammation, j'ai envie de dire, je pense que c'est le berceau d'à peu près toutes les maladies. Ouais. C'est ça que finalement, tu pourrais vraiment le conseiller pour beaucoup, beaucoup de cas. Et puis aussi, très intéressant au niveau des émotions et du mental. C'est vraiment un pause, le reishi. C'est un apaisant. Il est très... on a fait des études sur le sommeil. Il est inducteur du sommeil, il améliore la qualité du sommeil. Pour les gens, moi j'ai tendance à l'associer par exemple aux neuroarthritiques, tu vois, aux gens qui sont un peu, qui sont épuisés, qui tiennent sur les nerfs et qui sont... Tempérament nerveux. Tempérament nerveux, voilà. Moi je pense qu'en reishi, pour moi, c'est voilà, le tempérament nerveux, donc il calme, il apaise. C'est ce qu'il faut retenir parce que, bien évidemment, qu'il est hormonorégulateur, il agit au niveau cardiovasculaire, bien évidemment sur le système immunitaire. Il est aussi très antihistaminique. Oui. Ça, c'est intéressant. Il est dans le complexe bio-intestin d'ailleurs, il me semble. Ouais. Le reishi, tu l'as quasiment dans toutes les formules. Ouais. Okay. Donc, bien évidemment, dans les formules pour le cancer, il va être très intéressant aussi pour tout ce qui est apoptose. Il augmente les natural killers, etc. Donc, le reishi, tu peux vraiment, vraiment, vraiment l'utiliser dans beaucoup, beaucoup de situations. Donc, quand même un grand rééquilibrant. Très rééquilibrant, apaisant, anti-inflammatoire, antioxydant, antiviral. D'accord. Je fais simple. Alors après, je peux, si tu veux, Alors, j'ose pas trop aller dans les pathologies et tout parce que je ne suis pas médecin. Je ne suis que naturopathe, donc je ne veux pas rentrer après dans les... Non, mais tu as quand même dit le principal, en tout cas, pour tout ce qui est troubles cardio, hormonaux. Bon, vous avez compris aussi, thyroïdiens, surrénaliens, toutes les personnes qui ont des problèmes de sommeil, des problèmes d'adaptation. Aujourd'hui, je trouve que c'est quand même ce qui est gravissime dans notre société, c'est les problématiques d'adaptation qui vont impacter notre système hormonal, impacter notre système nerveux, impacter notre système immunitaire. Et ce champignon-là, c'est quand même le champignon de l'adaptation. Ça pourrait être intéressant de le voir dans ce sens-là. Complètement. Voilà, je pense que les personnes, les auditeurs peuvent très bien comprendre qu'on ne peut pas parler de maladies, en tout cas précises, mais moi, c'est vrai que je le recommande souvent pour tout ce dont je viens de vous citer, mais aussi des problèmes thyroïdiens, voilà. Qu'ils soient hyper ou hypo d'ailleurs, enfin voilà, vraiment un rééquilibrant hormonal de manière générale. Exactement. Et voilà, encore une fois, c'est là où tu fais bien de rajouter hyper, hypo. Allergie, maladie auto-immune, déficience immunitaire. On est toujours, on ramène au centre. On ramène à l'équilibre. On peut parler de l'éricium aussi. Bon, de toute façon, on va faire que quelques minutes par champignon parce que vous imaginez bien que sinon ça va durer ad vitam aeternam, même si nous on est content d'être là. C'est pour ça de donner les 3-4 grands axes comme ça, vous le mettez. Après c'est facile de décliner quand on a compris. Oui, bien sûr. Ouais. Après, c'est vrai que là, les trois dont on va parler, je trouve le reishi, l'éricium et le cordyceps, c'est quand même un peu les trois grands champignons de IFAS. Alors, il y en a d'autres, il y a le maitake, le shiitake, etc. J'ai quand même l'impression que c'est quand même des champignons que vous mettez pas mal en avant, qui sont bien étudiés et qui ont des compositions assez incroyables et qui vont venir travailler sur le corps de manière assez significative. Complètement, et répondre quasiment à toutes les problématiques. Avec ces trois-là, on répond à 80% des problématiques. Bah, tu peux nous dire quoi sur l'éricium? L'éricium. Alors, l'éricium, c'est le nom un peu savant. On l'appelle crinière de lion. Oui, c'est ça. Parce qu'il ressemble à une crinière de lion, en fait.
C'est une boule avec plein de... Il est très, très joli, ce champignon. Ouais. Alors, pour le retenir, c'est le champignon des deux cerveaux, c'est-à-dire le système nerveux, le cerveau, et le système digestif. En fait, il régénère l'épithélium, donc le tissu nerveux et le tissu digestif. Il régénère. Il régénère les muqueuses. Donc, quand tu extrapoles, après, bien, ça va être toutes les maladies digestives de la bouche jusqu'à l'anus. Donc, ça peut être tout ce qui est problème d'estomac, je ne donnerai pas le terme, porosité intestinale, etc. Tout ce qui est lié vraiment à tout le Toutes les système. dysbioses. Okay. Et puis, vraiment très, très intéressant pour la régénération du tissu nerveux. Ouais. Donc, tout ce qui est lié aux maladies neurodégénératives, le déclin cognitif. Spasticité aussi. Ça va de maladies. Pardon? Sans donner de nom de maladie. C'est ça, c'est difficile. Ça vient refaire du tissu nerveux. Donc après, il faut faire le lien avec toutes les maladies où le tissu nerveux est lésé, quoi. On est vraiment sur la neurogénèse. Pardon? Particulièrement, du coup, la neurogénèse. Bien évidemment, la neurogénèse, pardon. Tu as aussi des facteurs de croissance au niveau neuronal qui sont développés grâce à l'érythrome. Ouais, j'ai vu ça, c'est assez exceptionnel d'ailleurs. Ouais. Donc, très, très intéressant dans les 3-4 maladies qui sont très connues pour être des maladies neurodégénératives. Voilà, c'est ça. On ne citera pas, mais vous avez bien deviné. Moi, c'est un champignon que j'aime beaucoup. Et puis, bah, forcément, dans la spécialité que j'ai plutôt choisi d'intégrer, c'est un champignon que je conseille quand même pas mal. Voilà. Tu peux le conseiller très, très souvent parce que finalement, le système digestif, il est mis à mal chez une bonne partie des gens. Et le système nerveux aussi. De toute façon, on est tellement bourré de toxines que le système nerveux, avec tous les métaux lourds, etc., il est abîmé. Donc, finalement, l'érythrome, il pourrait rentrer dans quand même beaucoup de protocoles. Je suis d'accord. Et puis l'intestin, c'est la base de tout, hein, on dit bien. Et plus on avance avec les années de recherche sur le microbiote, et plus on confirme bien dans de nombreuses maladies, même des liens qu'on n'avait pas pu faire avant. Bon, je ne peux pas trop vous en parler là, mais il y a quand même eu des recherches, de toute façon c'est factuel, il y a des recherches notamment sur l'endométriose et qui serait due notamment à une bactérie. Donc ça, c'est une recherche qui est très récente, qui a seulement quelques mois, et qui a vraiment été appuyée. Et bah, forcément, toutes ces maladies qu'on ne pensait pas forcément pouvoir accompagner un jour, bah, on se retrouve quand même avec des champignons qui potentiellement peuvent venir aussi appuyer sur des traitements, évidemment, à côté médicamenteux, chirurgie, etc. Donc, ouais, ça c'est... Mais de plus en plus, la recherche, effectivement, met en valeur le fait que l'origine de certaines maladies serait virale. Et c'est là aussi où le champignon rentre en jeu, quoi. Quand on voit qu'on a 2 champignons qui ont vraiment une action antivirale, entre autres, c'est vraiment cette action systémique du champignon qui en fait sa puissance et son efficacité, hein. Vraiment. Bah, du coup, vu que tu parles de champignons en tout cas qui a une action antivirale, tu vas parler du cordyceps, j'imagine, parce que du coup, avec le reishi, c'est les deux plus grands antivirales que vous avez. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Parce que c'est vrai que c'est quand même un champignon qui est particulier visuellement en plus. Et voilà, je trouve que il ressemble à une chenille. Ouais, c'est à se méprendre hein, sur les photos, vraiment. C'est normal, il se développe. À la base, il se développait sur une chenille, le cordyceps. D'accord. C'est pour ça qu'il ressemble à une chenille. Alors, il vient des hauts plateaux tibétains, le cordyceps, mais on le trouve quasiment plus. Il faut savoir qu'au Tibet, le cordyceps, au niveau du PIB, c'était une des richesses du pays, quoi. Alors aujourd'hui, malheureusement, il n'y en a presque plus parce qu'il a été vraiment trop cueilli. Mais le cordyceps est très connu en Asie pour une chose. Alors, c'est pas forcément celle que je mets en valeur, hein,
c'est la libido. Mmh. Mais la fertilité, tu l'as Et dit la aussi, fertilité. et Oui, pour les 2, oui, parce que oui, j'ai bien vu, des choses. oui. Ouais. Donc la libido, OK, bien évidemment aussi la fertilité, l'aspect antiviral, mais son grand tropisme, on va dire, c'est, l'énergie. L'énergie et ouais, j'ai Champignon eu d'énergie. cœur, énergie, tous les lymphatiques là. Ouais, Tous les ouais, lymphatiques, je pense vraiment au cordyceps. Alors par contre, les nerveux, on va faire un peu gaffe. Heu, ouais, on a un peu parlé de ça d'ailleurs la dernière fois, des ouais. tempéraments et des champignons. Mais effectivement, pour tous les lymphatiques, les hypométaboliques, et cetera, je crois que là, ça, c'est vraiment le champignon adapté. C'est ça. C'est Mmh. les surrénales, c'est le vide des reins. En fait, il faut Ouais. penser, à l'énergie et aux reins. Donc en médecine Mmh. traditionnelle chinoise, tu connais bien, c'est le vide des reins. Ouais. Mais c'est aussi le champignon des reins, c'est-à-dire qu'on l'utilise beaucoup. On peut l'utiliser aussi quand il y a des fragilités rénales, Mmh. insuffisance rénale. Le cordyceps, j'ai plein de cas, terrain où on m'a OK. remonté, voilà, des grosses insuffisances rénales ou même des personnes qui avaient Mmh. cancer de rein, qui ont utilisé le cordyceps, il y a des super retours. OK, super. Cordyceps, tout ce qui est vide de rein, voilà, heu, Mmh. grosse fatigue. Pour les sportifs, c'est Oui, assez connu dans le monde du sport parce qu'il va pour avoir la cette action, récupération. ouais, au niveau respiratoire, aérobie, qui Mmh. va permettre une meilleure, oxygénation, pulmonaire, une Oui, j'ai vu meilleure que tu as augmenté oxygénation, la VO2 max, ouais. exactement. Mmh. Au niveau cicatrisation, puisqu'il va améliorer l'oxygénation des tissus aussi. Donc, très, très intéressant le cordyceps aussi. Mmh. Bien évidemment, quand on est, en burn-out, quoi, qu'on est complètement vide, et encore une fois, on est Mmh. sur un champignon adaptogène régulateur. On n'est pas sur du stimulant plus, comme certaines plantes vont le Mmh. faire, puisqu'on a tendance à dire quand on est en burn-out, ça veut dire qu'on est à plat, il ne faut pas surstimuler. Non, le cordyceps, il va redonner de l'énergie, mais tout en étant, Mmh. adaptogène et régulateur. Mmh. Peut-être donner quelque chose de plus nourrissant aussi avec, pour nourrir justement cette fonction-là, du rein. Alors quand on dit du rein en médecine chinoise, c'est, surrénalien, donc là où se trouve, notamment le qi, donc l'énergie Oui. vitale. Mmh. Après, je pense à certaines personnes à qui j'avais conseillé du cordyceps, pas de gélules, parce qu'elles avaient un peu le tapant, l'énergie était un petit peu trop haute. Euh, OK. et c'était pas forcément des personnes qui avaient tendance à avoir une tendance à la nervosité. Donc à réguler des fois à une gélule. Donc ça, c'est toujours pareil, hein, à voir avec votre thérapeute qui vous suit, si c'est adapté ou non, hein. Vous êtes la seule et unique personne à savoir dans votre corps si ça vous va. Donc voilà, on a quand même, je pense, cette capacité intérieure de pouvoir nous dire si ça nous va ou pas. Donc si jamais, bah, vous consultez vous appelez votre thérapeute, vous dites ouais, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et à ce moment-là, vous pouvez venir réguler. Mais voilà. Exactement. C'est ça qu'il faut avec les champignons, on dit que c'est dose dépendant, c'est-à-dire quand tu vas Oui. dans nos coffrets oncologiques, la quantité, d'extraits et de champignons, on a des synergies de 8, 7, 8 champignons Mm. avec une quantité très, très importante d'actifs. Donc c'est Mm. vraiment des bombes micronutritionnelles. Bon, OK, on est en traitement coadjuvant, d'accord, mais on va dire que même avec des extraits beaucoup moins concentrés, mais qui le sont déjà énormément, l'action est très, très intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, on adapte en fonction de la personne, de ses fragilités, de ses capacités, et il faut les tester comme ça. Même on peut le faire au début 1 jour sur 2. Ouais. Après, moi j'aime bien faire ça, dans mes conseils en myco, mais même en phyto. Quand il y a des gens qui sont très, très fragiles, j'aime bien y aller, comme ça, Mm. crescendo, en Pas douceur. tout doux. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'on parle un petit peu maïtake, polypore, shiitake, agaricus, ou est-ce qu'on va un petit peu dans les complexes, comme tu veux? Alors, l'agaricus, le polypore pour ceux qui veulent noter, c'est, le grand nettoyeur, éboueur, Hmm. anti-œdème. En fait, tout ce qui est liquide, tout ce qui est Hmm. stase lymphatique, Hmm. œdème, heu,
même au niveau des infections urinaires, par exemple. Mmh. Voilà, on va remettre en circulation les liquides. Beaucoup de mucosité aussi, les TAN en médecine chinoise. Très mucolytique. Mmh. Okay. Complètement, complètement. Il faut vraiment l'associer au liquide. Donc, draineur, éboueur, détoxifiant, du coup. Hein. Mmh. Ça peut être intéressant dans certains. Voilà, il y a certaines femmes qui ont les jambes très lourdes, qui ont des œdèmes. Il marche super bien. Est-ce qu'il en contient dans le bio-détox? Parce que c'est un tout nouveau produit que vous avez sorti. Oui. J'imagine qu'il en contient dedans. Donc, pour tous ceux qui veulent un peu faire une détox par les champignons, je crois que ça peut être une bonne option d'ailleurs. Ah, exactement. Alors, si tu veux, on peut parler de ces trois-là, des 3 champignons de Ouais, la nouvelle gamme. Ouais, les Oui. 3 nouveaux, les 3 petits derniers. Les 3 petits derniers, ils sont sympas parce qu'ils ont le protocole qui est tout fait, en fait. C'est-à-dire que c'est des synergies de champignons. Certains ont un peu de poudre aussi, c'est-à-dire que c'est des extraits et à la fois, il y a un petit peu de poudre. Et voilà, c'est plutôt simple puisqu'il y a le IFAS Detox, IFAS Equilibrium et IFAS Microbiota avec les synergies de champignons qui vont bien. Donc, le détox, en fait, il y a du polypore et du maïtake. Le maïtake, il est très intéressant au niveau du foie. C'est vraiment le champignon du foie et du métabolisme. Métabolisme des graisses, du sucre. Graisse, ouais. Donc, tout ce qui est... bon, je ne vais pas rentrer dans le nom des Vous pathologies. avez bien compris voilà, ce qui pourrait potentiellement venir déranger là, dans le métabolisme des graisses, du coup. Surtout, voilà, des graisses. Donc, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est au niveau du foie et du métabolisme, c'est le maïtake, le polypore détoxifiant et remise en circulation des liquides. Donc là, on a vraiment les 2 champignons qui vont bien pour la détox. Et surtout, ça aussi, on a une étude sur le site internet qui a été faite sur les métaux lourds. Très, très intéressant pour la chélation des métaux lourds. Alors, lequel, du coup, cette association des deux, c'est ce que tu dis? C'est l'association des 2. Le maïtake est vraiment grand chélateur des métaux lourds. Et du coup, voilà, IFAS Detox, il y a le maïtake dans la formule. Donc, le IFAS Detox peut vraiment être utilisé pour la chélation des métaux lourds. Super, ok. Ensuite, tu as le IFAS Equilibrium. Donc, Equilibrium comme équilibre. Alors, lui, j'ai tendance à dire que c'est un peu le complexe de la femme, puisque équilibre nerveux, équilibre hormonal. Parfait. Donc, ça nous va bien, c'est pour nous. Donc, surmenage, stress, troubles prémenstruels. Tu as les grands champignons, le reishi, crinière de lion et cordyceps. Les 3 super, c'est génial ça. Donc, moi, Equilibrium, je l'adore. D'accord. Tu peux vraiment, à tous les moments de la vie d'une femme, du coup. Ouais. Ménopause, tout ça. Tous les moments. Ok. Bon, super. Les femmes, là. Je pense à la jeune maman qui fait pas ses nuits et qui a 3 petits-enfants ou voilà, qui vient d'accoucher, où les hormones sont complètement... Ouais. D'ailleurs, compatible avec l'allaitement ou pas? Pas compatible avec l'allaitement. Je viens de poser la question. Alors, en fait, comme tout, hein, je ne l'ai pas dit parce que ça paraît aujourd'hui une évidence. En fait, les compléments alimentaires, à part le magnésium, les minéraux comme ça, mais non. Tout ce qui est... on n'a pas d'études, en fait, sur les enfants de moins de 8 ans, 6 ans, 8 ans, pardon. Oui, c'est 6 ans. 6 ans. Et puis, les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Donc, en fait, principe de précaution, non. Ok. Principe de précaution. Après, c'est des trucs ancestrales, je pense qu'ils ont déjà été utilisés pour ce genre de déséquilibre. Mais bon, on va pas tenter le diable. On n'a pas d'écrit là-dessus, en tout cas. C'est ça. On n'a pas d'études scientifiques à l'appui, puisqu'on ne fait pas d'études sur ces personnes-là. Donc, on n'avance rien là-dessus. Donc, le 3e, c'est le bio-intestin. Et on peut même enchaîner sur le petit message de Zwalen. Désolée, j'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Le bio-intestin m'a guéri d'une hyperperméabilité intestinale en 3 mois, alors que je pensais avoir ça à vie.
OK. Donc il y a quand même une amélioration, j'imagine, de votre état, intestinal, grâce au bio-intestin. Qu'est-ce que tu peux nous dire, dessus, du coup? Alors, le bio-intestin, c'est du 100% champignon. On est sur de la poudre, le bio-intestin. Donc, je pense que c'était plutôt le microbiota dont tu voulais parler, qui faisait partie de la gamme avec le détox et l'équilibrium. Alors, c'est possible. Je ne sais pas si Zoalen, vous pouvez nous dire ce qu'il en est. Maintenant qu'on est sur l'intestin, je vais juste lire la petite phrase de Monique. Je n'ai pas de SIBO, mais je prends l'éricium pour la mémoire et la concentration. Donc oui, super. De toute façon, juste petit aparté, chez IFAS Datera, quand vous allez aussi sur le site, vous trouvez tout ça, vous trouvez les fiches. Vous les trouvez aussi chez Santé Détox, parce qu'on a mis les fiches dans le descriptif. Donc vous trouvez un petit peu tout ça. On a quand même bien détaillé les fiches produits. Alors, je regarde un peu les commentaires. En fait, c'est difficile quand. Alors, je ne sais pas combien on est ce soir, Maud. Je peux pas avoir. On est plus de 30. Ouais, là, on est plus de 30. Ok. Chez IFAS Datera, en fait, il y a un site internet qui est très, très, très complet. Et toi, tu as toutes les fiches aussi chez Santé Détox. Donc, tu peux vraiment donner tout ce qu'il faut au niveau technique. Au niveau des mécanismes biochimiques, on a aussi toutes les données. Donc, je pourrais rentrer dans le détail, mais je ne pense pas que ça soit l'objectif d'une soirée comme ce soir. L'idée, c'est d'avoir une première connaissance des champignons et de ne pas être trop technique parce que ça risque d'être compliqué pour certains. Il faut s'adapter un petit peu à tout le monde, quoi. C'est pas l'objectif aussi de ce soir. C'était surtout de parler de manière générale d'IFAS et de présenter quelques produits aussi de chez vous et puis savoir c'est quoi les champignons. C'est la première fois. Peut-être qu'il y en aura d'autres où on ira un peu plus dans le détail, on aura d'autres idées. Mais là, je te rejoins, c'était un petit peu le but de ce soir. C'est ça, la découverte. Tu peux nous parler un tout petit peu du bio-intestin du coup, parce qu'il y a peut-être des personnes que ça intéresse. De quoi il est composé du coup? Alors, le bio-intestin, tu as du shiitake, tu as de l'éricium et tu as des pleurotes. Ah oui, tout à fait. C'est les pleurotes qui sont intéressantes aussi, qui sont plus connues effectivement dans l'alimentation, puisqu'on les mange. Alors, le bio-intestin, comme je le disais, c'est du 100% poudre, donc tu vas être très riche en fibres et très action prébiotique. Tout ce qui est, c'est un petit peu tout ce qui est bobologie, on va dire intestinale, bio-intestin. Ok. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de quelques complexes et dans 5 minutes, on lit vos commentaires et on tente d'y répondre. En tout cas, d'avoir une petite ouverture dessus. Peut-être du mycovir. Bon, comme l'indique. Mycovir, il est hyper intéressant parce qu'il est avec mes deux champignons chouchous, c'est Reishi cordyceps. Ouais. Alors, vir, pourquoi vir? Parce que, on l'a dit tout à l'heure, c'est les deux champignons les plus antiviraux, le reishi et le cordyceps. Donc, on l'appelle mycovir, mais la synergie. Mais c'est aussi les deux champignons qui agissent sur le système nerveux, l'énergie, la régulation hormonale. Donc, c'est aussi un complexe que tu peux vraiment, vraiment utiliser dans toutes les maladies liées au système nerveux et au stress et au manque d'énergie, au burn-out, etc. Ok. Je regardais les questions. On avait une question sur le mycocorde. Une personne au tout début qui nous avait demandé si on pouvait dire quelque chose dessus. Alors, je vais relire. Pourriez-vous parler des bienfaits du mycocorde, cordyceps, sinensis? Merci. Et le cordyceps, on en a bien parlé tout à l'heure. Il faut qu'on... On en a pas mal parlé. Je relisais les messages en même temps, je suis désolée. Ouais, cordyceps, endroit. Cordyceps, très, très au niveau de l'oxygénation sanguine, au niveau de l'énergie. En fait, dans le cordyceps, il y a de l'adénosine qui est un précurseur de l'ATP. Donc, l'ATP, pour ceux qui connaissent, c'est la valeur énergétique dans nos mitochondries, qui c'est grâce à l'ATP qu'on a de l'énergie. Donc, voilà, cordyceps, très, très intéressant pour l'énergie. Et le vide des reins.
en énergétique. Donc, voilà, tout ce qui est très grosse fatigue. Entre autres. Pardon, excuse-moi. Tu disais entre autres. Ouais. Je voulais pas te couper. Pour le NASH aussi, le cordyceps, il est très intéressant pour le NASH. Ok. Alors, il y avait une question de Michel, je reprends dans l'ordre. Peut-on réguler le système immunitaire après chimio? Parce que du coup, comme vous faites des coffrets onco, j'imagine que oui. Bien sûr. Alors, après chimio, pour le coup, il y a les coffrets appendants en coadjuvant. Et après chimio, il y a le Myco5. Le Myco5, il est extrêmement intéressant, le Myco5. C'est un mélange de 5 champignons qui vont agir sur le système immunitaire. Donc, tu as les grands champignons qu'on cite depuis le début. Tu as le reishi, le maïtake. Tu vas avoir le shiitake également. Et tu vas avoir le chaga, qui est aussi un grand champignon qu'on n'a pas en unitaire, mais qu'on a dans la synergie. Que dans le Myco5. Et tu as aussi l'agaricus. Alors, l'agaricus, on n'en a pas parlé, mais c'est un très, très grand champignon de la régulation immunitaire. Le champignon du soleil. On l'utilise beaucoup pour tout ce qui est régulation immunitaire, allergie, maladie auto-immune. Donc dans ce mélange, pardon, excuse-moi. Dans ce mélange-là, tu as vraiment les 5 champignons phares du système immunitaire. Et effectivement, après les traitements, tu peux faire des cures sur le moyen long terme. Hein. Moi, je conseille au moins 6 mois de cure du Myco5. Ouais. D'accord. C'est un grand régulateur. Je crois que tu nous en avais parlé la dernière fois qu'on s'était vu, en disant c'est vraiment le Myco5 quand tu sors d'une problématique chronique ou quand tu es dans une problématique chronique ou quand tu as une fatigue chronique. C'est un peu le mélange Myco5 où il y a ces 5 champignons-là. Notamment, il y a du reishi, comme tu l'as dit, etc. Ça peut être une bonne option. Du coup, c'est plutôt ce qu'on vous recommanderait pour Michel Bordès. Et le complément chez nous, il y a le plus de champignons. Donc, c'est vraiment une synergie plus de champignons qui agissent bien évidemment sur le système immunitaire, mais sur beaucoup d'autres choses. Hein. Ouais, je ne veux pas rentrer dans les maladies, donc je me tais. Bah ouais, c'est toujours un petit peu. Il faut nous excuser, mais on est tenu de ne pas parler de certaines choses. Alors même si moi je le dis toujours au début que voilà, on ne remplace en aucun cas un médecin, allez voir votre médecin. Et j'appuie à chaque fois dans les consultations pour vous dire ça, un naturopathe ne remplace jamais un médecin. Il y a quand même des choses dont on n'a pas le droit, surtout en tant que représentant de d'IFAS d'Atera, de pouvoir mentionner, voilà, de toute façon de manière totalement légale. Voilà pourquoi des fois on est obligé un peu de finir nos phrases comme ça. On a une question de Christelle. Pouvez-vous expliquer clairement comment, lors de la prise de vos gélules, les principes actifs se libèrent dans le système digestif et comment ceux-ci sont capitalisés par le corps pour répondre à une pathologie, quelle qu'elle soit? Bah ça, c'est toute la biochimie. Hein. Ça, il n'y a pas de réponse précise à ça. Ça, c'est tout. Alors, au niveau de la chimie des molécules actives du champignon, comme ça pourrait être le cas en phytothérapie, on est toujours sur une histoire de forme des molécules. C'est, tu sais, la clé et la serrure, quoi. C'est-à-dire que les molécules, elles vont s'emboîter avec nos cellules, en l'occurrence avec nos cellules immunitaires, et elles vont déclencher des réactions derrière, chimiques, biochimiques, qui vont engendrer, par exemple, une action anti-inflammatoire, une action antioxydante. L'action antioxydante, on a des enzymes antioxydantes. Exactement. C'est les polysaccharides de tout à l'heure, on parlait des bêta-glucanes, vont avoir cette action, vont traverser la barrière intestinale. Derrière la barrière intestinale, il y a notre système immunitaire, il y a nos macrophages. Il va y avoir une réaction qui va se faire où ils vont s'emboîter, on va dire. Et après, il y a des messagers chimiques qui vont aller dans le système immunitaire et déclencher d'autres réactions en cascade. Je schématise le système immunitaire. Mais ça, c'est le système immunitaire. Mais on va agir aussi, par exemple, tu disais le GABA.
On a le champignon, le reishi par exemple, qui va agir après au niveau du système nerveux et des récepteurs au GABA. Voilà, ça c'est la biochimie. En fait, la question, elle pourrait même s'appliquer à tout. Parce qu'il n'y a pas une science particulière chez IFAS qui permet l'assimilation d'eux, en fait. Hein. Là, c'est une question très globale. Il n'y aurait pas de réponse extrêmement précise pour les champignons. Donc, c'est le système digestif, enzymatique, etc., qui va faire ce travail d'échange chimique, en fait. C'est ça. Après, il faut, de toute façon, c'est comme en phyto, hein, c'est comme dans les plantes, hein, c'est toutes les molécules actives qui vont agir à un certain endroit avec certaines cellules et qui vont déclencher des réactions qui vont nous aider à agir sur l'inflammation, voilà. Mais il y a aussi les cofacteurs, ça c'est important en biochimie, c'est-à-dire que la diversité moléculaire du champignon est telle qu'il y a tout ce qu'il faut dedans pour aussi activer les réactions chimiques. Mais bon, ça, après, on va pas rentrer dans des chimies. Hein. Moi, je suis pas biologiste. Mais ça, c'est l'action de toutes les molécules actives, hein, que ça soit le champignon ou la phyto. Ou n'importe quelle autre molécule active. Je suis d'accord. Alors, on a André qui disait, n'est-ce pas le Coriolis? Alors, le truc, c'est que, à mon avis, ça devait être pendant voilà, la conversation. Et du coup, le Coriolis, on fait plus. Ok. Ah, vous faites plus. Ok, bon, bah voilà, André, ça peut répondre à votre question. Il est très, très utilisé au Japon. Ah, c'est la queue de dinde, c'est pas ça? Ouais. Ah, oui, c'est interdit depuis 2 ans maintenant, c'est ça? C'est ça. C'est utilisé dans des programmes cancéraux au Japon. Ouais. Ils l'injectent, ils le mettent en injection dans les traitements au Japon. Mais il est plus commercialisé en France. Enfin, en Europe. Il y a un peu le chaga qui remplace, ça remplace pas, mais qui a quand même des propriétés d'apoptose, etc. également. Mais il y a plein de champignons qu'on fait. Le reishi a des très bonnes propriétés au niveau de l'apoptose. On a beaucoup de nos champignons qui vont agir aussi sur les natural killers, qui tuent les cancéreuses, qui vont augmenter la quantité de lymphocytes T, etc. Donc ça, nos champignons le font déjà très bien. Le chaga aussi, hein, mais il y a d'autres champignons aussi intéressants que le Coriolis. Avez-vous des retours sur l'épilepsie? Alors, c'était l'alimentation quoi? Oui, je disais alimentation ancestrale tout à l'heure. Avez-vous des retours sur l'épilepsie? Alors, comme on ne peut pas trop te parler de patho, est-ce que... Moi, je parlerais plus d'éricium, mais je ne sais pas ce que tu en penses. Ah bah oui, on est sur une maladie du système nerveux, donc oui, bien sûr, l'éricium. Éricium reishi, par exemple. Ah oui, il y avait encore des questions en dessous. Un champignon peut-il avoir une action sur le cholestérol? Alors, on en a parlé tout à l'heure justement sur la métabolisation des lipides, la métabolisation normale des lipides. Maïtake. Champignon du foie. Maïtake, exactement. Pour le candidat, alors, assez intéressant comme question. Moi, je conseillerais Éricium, mais Monique, ne vous attendez pas à ce que Candida résolve, Éricium résolve à 100% cette problématique. Candida, parce que c'est multifactoriel et ça vient d'un déséquilibre majeur de la flore entre certaines bactéries. Donc, le Candida étant une levure, il faut aller voir qui est la cause de quoi. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'aurais conseillé Éricium aussi. L'éricium, et puis tu as le shiitake qui est un très bon bactéricide et antifongique. Ah, super. Ouais, le shiitake. Ok. Mais néanmoins, je suis complètement d'accord. Le candidat, c'est très, très compliqué. Il faut mettre en place des protocoles avec des étapes, etc. Donc, mais en tout cas, le shiitake est très intéressant. Ouais. À un moment donné, il peut être mis dans le protocole. Oui, tout à fait. Ok. Donc, Monique, plutôt shiitake et éricium. Please, moins de blabla et que Morage nous parle caractéristiques champi par champi et plus merci. Alors Joël, je suis navrée. Oui, je l'ai vu tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai répondu qu'on ne pouvait pas rentrer dans le détail de technique et scientifique. Ouais. Et en fait, Joël, c'est un échange. On n'est pas là pour répondre à vos ordres.
C'est un échange qu'on a pour vous offrir en fait des connaissances sur le laboratoire et aussi sur les champignons. Donc voilà, on fait de notre mieux et ce qui nous semble juste aussi sur l'instant présent avec les échanges qu'on a. Voilà, c'est un échange aussi sur l'instant présent. D'accord. C'était bien le bio-intestin pour la réponse de Zawen de tout à l'heure. C'était bien le bio-intestin. Mais alors moi, je vois la remarque de Christelle qui est très intéressante. Merci beaucoup. Sur un trouble épileptique, l'expression de la maladie se fait au niveau du cerveau. À votre avis, est-ce que le siège de la maladie pourrait se trouver dans l'intestin puisque celui-ci est le premier cerveau? Peut-être. C'est dans la question. Certainement. Ouais, la réponse est dans la question. Les deux Encore une sont fois, liés. c'est des recherches qui sont en passe d'être faites. C'est-à-dire que, voilà, nous, on n'est que la fin de la chaîne, entre guillemets. Ça, c'est des recherches qui sont en ce moment faites sur l'intestin et la relation entre le cerveau et l'intestin. Encore une fois, même les chercheurs aujourd'hui savent un tout petit pourcentage de ce qui se passe aussi dans l'organisme. Hein. Donc, faut prendre un petit peu de recul avec ça, mais effectivement, c'est un petit peu ce qui est en train d'être mis en lumière. C'est pour ça que l'éricium est extrêmement intéressant parce qu'il fait vraiment la réparation de ces deux-là. Effectivement, il y a le nerf vague entre le cerveau et l'intestin qui fait communiquer les deux. Donc, on est bien d'accord que les deux vont de pair. Ça, c'est sûr. Alors, question de Monique, parce qu'en fait, on avait discuté, Monique, la dernière fois sur l'autre webinaire qu'on avait fait pour Hashimoto. Voilà. Qu'est-ce que toi, tu conseillerais en champignons? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu as le champignon au niveau de la régulation hormonale. Donc, tu as le reishi. Et puis, Hashimoto, tu es sur une maladie auto-immune. Hein, donc, on va travailler le système immunitaire aussi, toujours pareil. Hein. Donc, ça vient un peu avec la question de Christelle après, avec tous ces champignons qui agissent sur le système immunitaire. Comment fait-on un choix d'un plus qu'un autre, enfin, d'un champignon plus qu'un autre? Bah, c'est vrai qu'on assiste beaucoup sur l'aspect immunitaire, mais on rentre un peu plus dans le détail. Je disais le maïtake, c'est le foie, le polypore, c'est le drainage des liquides. Donc, il y a quand même un axe qui ressort à chaque fois sur un champignon, mais ça, faudrait rentrer un peu plus dans le. Je pense que la question, elle doit dater d'il y a déjà un moment là. Hein, parce qu'elle Ouais, mais je lis dans l'ordre pour ne rater personne, pour tenter de rater personne. Alors pour Hashimoto, moi j'irais bien sur justement Reishi plus Ericium. Je sais pas ce que tu en penses niveau immunitaire. Reishi, Ericium pour Reishi, bien évidemment, sur la régulation hormonale, complètement. L'éricium, on pourrait, hein, l'éricium, tout à fait. Ouais. Alors après, pourquoi toi l'éricium dans la réparation du tissu, dans le côté immunitaire, dans le côté... Ah bah dans le côté immunitaire, tout à fait. Parce que dans une maladie auto-immune thyroïdienne, on a toujours une problématique hyperperméabilité intestinale. Ouais. Donc moi j'aurais mis Ericium avec, ouais. Ouais. De toute façon, les protocoles, effectivement, c'est là où c'est difficile de répondre à des questions comme ça parce qu'il faut faire un diagnostic, entre guillemets, hein, pardon du terme, mais il faut voir le terrain, comment est le terrain, quels sont les symptômes prioritaires à traiter. Faut prendre la personne dans sa globalité. Donc, construire un protocole comme ça sans avoir les tenants et les aboutissants, c'est pas simple. Oui, Quels tout à sont fait. les autres problèmes de santé de la personne aussi, hein. Essayer d'être au plus juste, essayer de comprendre d'où peut être l'origine du problème. Donc, ouais, mais aujourd'hui, on a un médicament, un complément alimentaire égale une problématique. Donc, je pense qu'en fait, par habitude, les personnes en fait viennent dire bon bah de quoi j'ai besoin pour telle ou telle problématique, même s'il y a des grandes lignes. Effectivement, quand il y a un déséquilibre chez quelqu'un majeur, il y a forcément d'autres choses qui vont rentrer en compte. Un champignon spécial thyroïde, bah, c'est ce qu'on disait. Pour le coup, le reishi peut être une bonne option. Ça, on a déjà lu celui de Christelle.
Un champignon peut-il être hypotenseur? Est-ce que c'est possible? Même si tu as un petit peu répondu déjà à ça. Bah, sans doute un peu, puisque l'action diurétique du polypore va avoir cette action hypotensive. Hein. Alors, quel champignon utilisé en période d'examen scolaire pour la concentration et l'apprentissage et la mémorisation? Reishi cordyceps. Ah, mais c'est toi, Nathalie. Ben, Nathalie, du coup, le mycovir irait bien? Oui, complètement. Voilà, super. C'est là où on pense à viral, mais en fait, il peut être très, très adapté dans ce genre de situation, complètement. Monique, vous êtes vraiment deux professionnels. Merci, bravo. Alors, merci. Et puis, c'est pas toujours évident en plus de pouvoir répondre à tout le monde, surtout en notre position de naturopathe quand ça concerne des pathologies, des problématiques. Donc, on fait vraiment au mieux. Donc, merci de votre retour positif. En début de réunion, vous évoquiez la méconnaissance de la myco par beaucoup. Comment procédez-vous pour faire connaître du milieu, notamment hospitalier? Je trouve intéressant de faire connaître à travers vos recherches. On essaye, on a. Alors, pour la petite histoire, vous pouvez regarder d'ailleurs, il y a eu un reportage sur notre laboratoire au mois de juin sur envoyé spécial. Super, ouais. Je pense qu'il y en a eu, il n'y a qu'un envoyé spécial par mois, il me semble. Hein. Donc, en fait, ça doit être celui de juin. Ça devait être mi-juin et on est on est le deuxième reportage. Donc, il parle des champignons. Champion le champignon. Il s'appelle le reportage. Et il y a toute une partie sur IFAS d'Atera. Et pour le coup, il filme aussi effectivement une étude qui est en cours dans un hôpital public en Espagne. Super. En collaboration avec IFAS, ouais. Okay. Donc, on y arrive en Espagne. En France, on essaye. Hein. J'ai quelques médecins que j'accompagne. J'ai des collègues dans le sud, je pense vers Nice, qui travaillent aussi avec des hôpitaux et des médecins. Mais voilà. Ça arrive doucement dans la recherche. Après, vous savez qu'en France, on tâtonne un peu. On voit si... J'ai l'impression que ça marche comme ça un peu. On voit si les autres pays font des recherches et si ça marche, on peut y aller. On a un petit peu, j'ai l'impression, frileux des fois où certains pays comme l'Allemagne et la Suisse, dès qu'ils voient des nouvelles recherches, bam, ils sautent dedans. Et puis, il faut comprendre aussi qu'il y a des fonds de recherche. Nous, on est beaucoup dirigés par le public. Les fonds de recherche privés en France sont moins pris au sérieux. Contrairement aux États-Unis, en Suisse, en Allemagne, il y a des fonds de recherche différents. Du coup, voilà, ça explique aussi pourquoi des fois on peut être un petit peu à la traîne. C'est par rapport notamment à tout ça. Il y a une super remarque, là, je peux la lire. Alors, peut-on partir du principe que l'intelligence du champignon, même si le choix n'est pas forcément adapté, n'aura pas de conséquences négatives? Je suis complètement d'accord. Bon, bah super. Je pense effectivement qu'il y a une telle intelligence du champignon, une telle symbiose avec nous, puisqu'on a presque a priori 40% de génome commun, et que l'action est quand même assez systémique. On ne prend pas trop de risques, franchement. Ouais. On a toujours la question, Monique, j'habite à Majorque, où se renseigner? Alors, j'imagine que vous voulez dire où se procurer, enfin, je ne sais pas, où se procurer les produits, j'imagine. Je ne comprends pas trop la question. Alors, on va répondre encore à 2 questions et puis après, on va arrêter. Évidemment que vous pouvez aussi envoyer un mail à Santé Détox ou demander dans le chat, parce que vous avez un chat en direct à Santé Détox, donc vous pouvez carrément poser votre question dans le chat également. Au niveau des praticiens en mycothérapie, parce que ça, on n'a pas de liste. Je pense que c'est parce que tu parlais d'amis, enfin de collègues mycothérapeutes qui le conseillaient à des médecins. Ça, je pense que c'est compliqué à avoir comme liste, enfin, surtout à Majorque, je ne sais pas. Ouais. Il faut regarder, effectivement, tous les naturaux qui utilisent la mycothérapie ne le mettent pas forcément. Enfin, on n'est pas censé, vous n'êtes pas en tout cas censé le savoir si vous n'avez pas l'info. Non, c'est assez... Après, vous pouvez appeler le labo. Le labo vous aiguillera. De toute façon, le labo vous le dira. Donc, appelez le laboratoire.
OK. La meilleure chose à faire, c'est d'appeler le laboratoire et de dire, voilà, de donner votre ville et ils vous diront effectivement quels sont les thérapeutes qui travaillent autour de chez vous. Bon, Avec super. Le site du labo, c'est IFAS d'Atera. Et après, vous retrouvez aussi les compléments sur Santé Détox. Voilà. Le mycovir pourrait-il être conseillé sur un Covid long? Problématique intestinale, plutôt diarrhée. Bon, ça, on Bien ne sûr. répondra pas parce que c'est trop personnel, on ne sait pas d'où ça vient. Sur un Non, Covid ça, long. le Covid long, oui, on est d'accord. Il a été formulé dans cette période-là. Donc, oui, oui. OK. Bon, ça répond à votre question. Peut-on tester des complexes divers durant l'année de manière espacée pour tester les effets sur notre corps? Alors, oui, pourquoi pas, mais disons que c'est quand même, nous, on conseille des cures de 2 mois, hein. Minimum 2 mois. Moi, je D'accord. vous conseille des cures de 2 voire 3 mois pour tout complément, en fait, parce qu'il faut quand même que le temps que le corps s'adapte, mette en place ses mécanismes par rapport aux substances actives. Donc, déjà, il faut, à mon avis, bien 3 semaines pour que tout se mette en place. Et après, on dit 2 mois minimum. 2 mois minimum. On peut, je ne sais pas comment toi tu fonctionnes. Moi, j'aime bien faire des cures de 3 mois et puis faire des fenêtres d'1 ou 2 mois et de repartir après. Quand on est sur des grosses pathologies, on peut faire des cures plus longues, hein. On peut y aller sur 6 mois Sur 6 sans mois. interruption. Je suis d'accord. Merci. Le site du labo by IFAS d'Atera. Alors, petite information, je l'ai mis dans le chat. Au tout début, vous avez un code promo sur Santé Détox à l'occasion du webinaire sur tous les produits d'IFAS d'Atera confondus avec IFAS 10. Vous retrouvez le nom du code en haut, donc je l'ai mis vraiment en premier pour que vous puissiez facilement le retrouver. IFAS 10, vous avez 10% sur tous les produits chez Santé Détox d'IFAS d'Atera. Voilà, que ce soit les complexes, que ce soit les nouveaux, donc le bio-intestin, le équilibrium, etc. Vous avez moins 10% sur tout pendant 48 heures. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de tester tout ça. Je crois que ça y est pour les questions, c'est terminé. On va te libérer, que tu ailles retrouver ta tribu. Merci pour cette découverte, Maud. Oui, du coup, tu as mis Moroge, mais du coup, c'est Béatrice. Voilà. C'est Béatrice. Effectivement, merci à vous d'être venue. Moi, j'étais contente qu'on puisse parler de la mycothérapie, parce que je trouve que c'est un sujet qui est très intéressant. Encore une fois, on ne parle pas à des scientifiques. On est là pour justement échanger en tant qu'humains des niveaux similaires. On est là pour échanger justement ces connaissances-là, ces tout petites connaissances qu'on a, et pouvoir vous aiguiller potentiellement. Voilà. N'hésitez pas à vous retourner vers votre médecin, n'hésitez pas à vous retourner vers votre naturopathe également. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions précises chez Santé Détox, on pourra vous répondre sur tous les besoins, ou même chez IFAS d'Atera, vous avez un truc, IFAS d'Atera France, ifasdatera.fr, où ils peuvent répondre aussi à vos questions. Voilà, un petit peu plus personnalisé, enfin, j'imagine, parce que du coup, vous avez quand même une boîte mail. Donc voilà. Et on a ce qu'il faut aussi en études, etc. On peut envoyer, on a une banque de données qui est assez impressionnante. Donc, n'hésitez pas à envoyer un mail au labo. Il n'y a pas de... Ok. Écoutez, merci André, merci Martine pour ce webinaire intéressant, les infos précieuses. Merci Kaline. Écoutez, on vous souhaite en tout cas une très belle soirée. Vous retrouverez ce webinaire en diffusion sur YouTube si jamais vous avez envie de réintégrer certaines choses, qu'on a dit énormément de choses aussi. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Belle soirée Béatrice. À bientôt. À très bientôt. Voilà, merci beaucoup de votre présence.